Dans un hôpital de Denver, une femme est allongée sur un lit parce que son conjoint l'a encore une fois battue. Face à la caméra d'un policier, elle pleure en parlant de l'homme qui l'a frappée. Ce soir-là, un mandat d'arrêt était mis contre celui qui l'a mise dans cet état. Sauf qu'entre émettre un mandat et envoyer quelqu'un frapper à une porte, il y a toute une chaîne de décisions, de priorités et d'arbitrage. Dans cette chaîne, quelque chose se grippe. Et personne ne fait rien. Pendant 10 mois, le conjoint violent reste libre. Libre de boire, de rager et de regarder sa vie s'effondrer en décidant que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. 10 mois, au bout desquels non pas une, mais 2 personnes trouveront la mort. 10 février 2020, Powder Canyon, Colorado. Il est tôt dans la matinée. Bill Mayne dégage les routes du coin dans son chasse-neige depuis des heures déjà, quand il aperçoit de la fumée sur le bas-côté. D'abord, il pense à un feu de camp abandonné, qui couve encore, comme ça arrive souvent par ici. Alors il coupe le moteur de son imposant véhicule, descend et s'approche du foyer. Finalement, ce que Bill voit, c'est un tronc d'arbre qui brûle. Puis, ce qui ressemble à des branches. Sauf qu'après avoir fait quelques pas de plus, il s'aperçoit que ce qu'il a pris pour des branches a en fait des bottes. L'homme s'arrête net, recule, refait le chemin à l'envers et remonte dans son chasse-neige pour contacter les autorités. En réalité, il vient de découvrir un cadavre sur un chemin isolé, à l'intersection d'Old Flowers Road et de Pingree Park Road. La neige fraîche tombée dans la nuit avait commencé à recouvrir le tout. Après avoir reçu l'appel de Bill, le bureau du shérif du comté de Larimer envoie des enquêteurs sur place en urgence. Ils utilisent un compresseur d'air pour souffler la neige et remarquent qu'il y a 3 séries d'empreintes de pas distinctes autour du corps. Il est enveloppé dans du plastique épais, ligaturé, et partiellement brûlé du bas de la taille jusqu'au pied. Sa jambe droite est carbonisée jusqu'au genou, et son pied gauche jusqu'à la cheville. Il a une plaie béante au niveau du cou, et visiblement n'a pas été tué sur place. La victime est un homme, qui n'a malheureusement aucun document d'identité sur lui. Il y a aussi des traces de pneus de chaque côté de son corps, ce qui veut dire qu'un véhicule s'est probablement arrêté là, avant qu'une ou plusieurs personnes n'en descendent pour l'abandonner ici. L'autopsie permet de confirmer que sa gorge a été tranchée avec une grande violence. La sauvagerie du geste a d'ailleurs été telle que la moelle épinière de la victime a été sectionnée. Puis ce n'est qu'après son décès qu'on a tenté de brûler le corps. Donc c'est pas un crime de panique. Le plastique, les liens et le trajet jusqu'au canyon en pleine nuit, tout ça nécessite du temps, un véhicule et surtout une prise de décision calculée. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que ce crime soit prémédité. Reste à savoir qui est celui qui a trouvé la mort. Une réponse rapidement apportée par un signalement. Parce que le jour qui suit, quelqu'un appelle la police pour signaler la disparition d'un proche. Stanley Sessions dit que son fils Stanley Scott, qui utilise son deuxième prénom pour se différencier de son père, n'est pas rentré chez lui et qu'il ne répond pas au téléphone. En plus, la veille au soir, il a aussi brillé par son absence sur scène. Il devait se rendre au Candlelight Dinner Playhouse pour donner un concert de trompette à guichet fermé. Le problème, c'est que Scott n'arrive jamais en retard quand il doit jouer. Au contraire, il est toujours en avance. Donc les autorités ne tardent pas à faire le rapprochement entre leur victime mystère et le signalement du père inquiet. Le corps dans le canyon, c'est celui de Scott Sessions, un homme de 53 ans qui vivait à Greeley, dans le nord du Colorado. Il jouait de la trompette depuis toujours, dans The Movers and Shakers, un groupe de blues bien implanté dans la région. Il lui arrivait même de se balader en tournée dans tout le Colorado pour jouer avec ses amis. Le musicien se faisait également un complément de revenus en peignant des maisons. Scott a grandi à Greeley, avant d'obtenir un diplôme de musique à l'université Brigham Young, où il faisait partie du Jazz Band Synthesis, le groupe phare de l'université, avec lequel il avait tourné aux États-Unis et en Europe. Il avait aussi fait du scoutisme et effectué une mission de 2 ans pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Australie. Les Mormons en Australie. TF1 devrait racheter dans pas longtemps. En 2019, la Colorado Blues Society a récompensé les Movers and Shakers. L'année suivante, le groupe de Scott est même allé jusqu'en demi-finale à la compétition internationale de blues de Memphis. Selon son père, qui l'avait adopté avec son épouse peu après sa naissance, son rêve était de parvenir à vivre uniquement de sa musique un jour. Et au moment de sa mort, il en était plus très loin. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, les enquêteurs commencent par tenter de reconstituer son emploi du temps des derniers jours. Pour ce faire, ils se rendent à son domicile, fouillent ses affaires et récupèrent ses mots de passe. Oh l'angoisse, je vous laisse mon corps, mais pas mes mots de passe. Par chance, ils mettent la main dessus. Les enquêteurs parviennent à accéder à sa messagerie Facebook, découvrant ainsi que Scott avait prévu de voir quelqu'un le soir du 8 février 2020. Une dénommée Heather Frank.
une maman de 3 enfants qu'il fréquentait depuis peu. Il avait rencontré cette femme de 48 ans au cours d'une soirée blues qui avait eu lieu le 22 janvier. Et a priori, c'est la dernière personne à avoir eu un contact avec lui. Coupable. Pardon, c'est devenu un réflexe. Le 8 février, Scott écrit à Heather à 17h13 pour lui dire qu'il va prendre une douche et qu'il arrive. Une fois en route, il envoie un dernier message avec 3 émoticônes souriants. Après ça, son téléphone cesse d'émettre. Scott a-t-il seulement eu le temps d'arriver jusqu'au point de rendez-vous ou a-t-il été agressé sur le chemin? À en croire l'emplacement de sa voiture, il s'y est bien rendu, vu que son véhicule, un Ford Escape, est retrouvé abandonné sur le parking d'un supermarché de Greeley, à quelques rues à peine de la maison d'Heather. En creusant un peu de son côté à elle, les enquêteurs apprennent qu'elle sort d'une relation longue et pour le moins toxique avec Kevin Eastman, un homme de 49 ans, alcoolique et notoirement violent, qui était justement informé qu'elle s'était trouvé un nouveau compagnon. Ah ouais, même Jeffrey Dahmer a l'air plus rassurant. Bon, forcément, il leur faut pas longtemps pour avoir de sérieux soupçons le concernant. Mais est-il vraiment le seul à devoir être soupçonné? Parce que le soir du 8 février, les téléphones de Kevin et Heather sont localisés dans la maison de cette dernière. Donc ils étaient tous deux avec Scott au moment précis auquel son téléphone a été éteint. Quelques heures plus tard, les téléphones des ex voyagent ensemble en direction du Powder Canyon, endroit où a été retrouvé le corps du musicien. La caméra installée à l'entrée de l'amphithéâtre Mishawaka filme le véhicule de Kevin, un Subaru Crosstrek, alors qu'il remonte la route du canyon aux premières heures du 9 février. 3 heures plus tard, il en redescend, avec de la boue rouge sur la carrosserie, du même genre que celle qui est présente sur le lieu où a été déposée la dépouille de Scott. Et si vous vous disiez déjà que les coïncidences étaient troublantes, il s'avère qu'à 3h21 du matin, pendant que les données téléphoniques les placent, elle et son ex, sur le trajet retour du canyon, Heather envoie un message à sa patronne. Elle écrit à la gérante du restaurant dans lequel elle est manager qu'elle a vomi toute la nuit et qu'elle ne viendra pas. Une explication qui a clairement des airs d'excuse. Bah oui, on peut tout à fait vomir en travaillant. Vous l'avez jamais fait? En bref, le comportement global d'Heather est très étrange, pour pas dire qu'il est suspect. C'est donc très rapidement que les enquêteurs ont assez d'éléments pour poser des traceurs GPS sur son véhicule, ainsi que sur celui de Kevin. Ce qu'ils ignorent à ce moment, c'est que ce qu'ils vont découvrir dans les jours suivants va fortement bousculer le cours des investigations, parce qu'ils s'attendaient certainement à beaucoup de choses, mais peut-être pas à ça. Pour bien saisir qui sont vraiment Kevin et Heather, ou ce qu'ils pourraient avoir à faire avec la mort de Scott, il faut surtout parler de leur histoire. Ils se connaissent depuis 2015 et sont restés 7 ans ensemble. Une longue relation faite de ruptures et de réconciliations, mais aussi ponctuée de violences conjugales. La première fois qu'Heather signale une agression à la police de Greeley, c'est l'année même de sa rencontre avec Kevin. Il plaide coupable de voies de fait au 3e degré, puis écope de 2 ans de probation avec suivi en violence conjugale, d'une amende de 106 $ et d'une peine aménagée d'1 an. C'est pas la première fois qu'il est impliqué dans ce type d'affaires. 5 ans auparavant, un tribunal avait déjà classé une plainte similaire déposée par une ex-compagne. Avec Heather, Kevin est dans le contrôle total et permanent. Il surveille ses fréquentations, fouille son téléphone et traque ses moindres mouvements. Cela dit, si à l'évidence elle a beaucoup de mal à le quitter pour de bon, elle semble avoir bien compris que son couple est trop toxique pour qu'elle puisse aller plus loin. Et c'est pas faute de proposition, vu que Kevin demande à Heather de l'épouser plusieurs fois. Marathonien du râteau, il mange un nom à chaque fois qu'il sort une bague. Mais il ne se décourage pas pour autant. Parallèlement à la maison, c'est pas rose du tout. À l'automne 2019, Heather se rend chez sa coiffeuse avec une zone de la taille d'une balle de golf à vif au sommet du crâne. Elle explique qu'elle doit sa blessure à Kevin, qui lui a arraché une mèche de cheveux lors d'une dispute. Son amie et patronne la voit aussi arriver plusieurs fois au travail avec des bleus sur les bras et le cou, qu'elle s'efforce de cacher sous ses vêtements. Heather lui confie qu'elle aime l'idée d'être avec Kevin quand les choses vont bien, mais que, quand c'est plus le cas, elle a très peur de le quitter. En réalité, ce qu'elle craint, c'est qu'il l'en empêche. Et oui, ça ressemble pas mal aux paroles d'une femme qui a peur pour sa vie si elle ose tourner le dos à son conjoint. Une angoisse on ne peut plus justifier, vu que lorsqu'il ne se montre pas directement violent, Kevin la menace ouvertement si elle n'agit pas comme il le souhaite. Elle, ou ses proches d'ailleurs. Un ami d'Heather reçoit lui aussi des messages menaçants en 2019, juste parce qu'elle lui a demandé de venir la chercher. Kevin lui dit qu'il va le tuer, le poignarder au visage, au cou,
et que personne ne retrouvera son corps. Ah, Kevin, une petite thérapie, ce serait pas du luxe. Surtout qu'en avril de la même année, un nouvel incident se produit dans un hôtel de Denver. Cette fois, Heather termine aux urgences parce que Kevin lui a donné 3 coups de poing dans les côtes. La caméra corporelle du policier qui l'interroge depuis son lit d'hôpital capte sa détresse et elle parle sans détour. Elle dit qu'elle a peur, que Kevin recommencera et qu'il s'en tire toujours. L'officier lui répond qu'elle doit faire confiance au système. Oh, il était sérieux? Seulement, si un mandat d'arrestation est effectivement émis contre Kevin, il n'est pas exécuté. Et pour cause. Le département de police de Denver est complètement débordé, donc il a même pas assigné d'officier à cette tâche. Et pendant ce temps, la rupture de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, intervient en décembre 2019. Après ça, Kevin quitte Greeley et va s'installer chez sa sœur, Shelly Brinklow, à Parachute, une petite ville à 3 heures de route à l'ouest. Il veut essayer de sortir de son addiction à l'alcool, mais début février 2020, il rechute une nuit et rentre ivre. Or, Shelly ne tolère pas cet écart. Chez elle, c'est politique zéro alcool. Résultat, elle demande à son frère de quitter son domicile. À ce moment, la vie de Kevin s'effondre sur tous les fronts. L'homme n'a plus d'emploi stable ni de logement. Son téléphone est coupé faute de paiement. Et il est aussi sur le point de perdre sa voiture. C'est à cette période que Troy Bonnell, un propriétaire de ranch du comté de Weld, qu'il a déjà employé comme mécanicien en 2016, lui propose à nouveau du boulot et un toit. Kevin a déjà refusé cette offre une première fois, précisément parce qu'il ne veut pas revenir dans la région de Greeley. Mais là, il est dos au mur et n'a plus le choix. Malheureusement, quand il fait son retour en ville, il réintègre l'orbite d'Heather, apprenant au passage qu'elle fréquente quelqu'un d'autre. Scott Sessions. Heather aime beaucoup la musique. Alors, quand elle s'est retrouvée célibataire, elle s'est rendue à une soirée blues. Quand Heather voit le groupe de Scott sur scène pour la première fois le 22 janvier 2020, le trompettiste l'a vite remarqué dans la salle. Elle semblait presque fascinée par lui et sa façon de jouer. Suite à cette soirée, Scott et Heather sont entrés en contact. Et ils se sont vus au moins une fois. Mais s'ils avaient un rencard, que faisait Kevin là-bas? Parce que, vu le caractère du bonhomme, il a pas l'air du genre à vouloir tenir la chandelle, ou proposer des plans à 3. Et pourquoi le déroulé des événements qui ont suivi laisse à penser qu'Heather est clairement impliqué dans le meurtre de Scott? C'est ce qu'on va voir. Selon toute vraisemblance, son ex se présente sur son palier sans prévenir, alors qu'elle attend l'arrivée de Scott. Une théorie va même plus loin. Kevin a pu inviter Scott à passer chez Heather directement depuis son téléphone, en se faisant passer pour elle. Quoi qu'il en soit, après s'être imposé chez elle à l'improviste, il se positionne derrière la porte d'entrée. Quand Scott franchit le seuil, il l'attaque avec un couteau de grande taille et lui tranche la gorge dans l'embrasure même de la porte. C'est une attaque particulièrement brutale. Les enquêteurs découvrent que de larges taches de sang ont traversé la moquette dans la maison pour venir imbiber le bois en dessous, précisément à l'entrée, ce qui coïncide tout à fait avec ce déroulé des faits. Les traces ADN découvertes sur la scène de crime vont également en ce sens. Tout porte à croire qu'Heather est présente quand le meurtre est commis. Possiblement terrifiée et toujours sous emprise après des années de violence conjugale, elle accepte d'aider Kevin à se débarrasser du corps de Scott. Les déplacements enregistrés par leurs téléphones respectifs prouvent sans nul doute possible qu'ils ont disposé de la dépouille ensemble. Le 11 février, la voiture de Scott est conduite sur le parking d'un supermarché à côté de chez Heather. Quelqu'un l'a abandonnée là, avant de repartir à pied sans se retourner. Dans les jours qui suivent le meurtre, les données GPS et téléphoniques montrent que Kevin et Heather sont restés à proximité l'un de l'autre chaque jour. Elle reprend le travail, continue de répondre à ses messages, d'honorer ses rendez-vous et de faire ses courses. Rien dans son comportement extérieur ne trahit ce qui s'est passé dans sa maison le soir du 8 février. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Kevin demande à nouveau à Heather de l'épouser. Mais elle refuse encore. Je parle sans savoir, mais égorger son petit ami du moment sous ses yeux a sûrement pesé dans la balance. Juste après ce refus, sa patronne la voit une fois de plus débarquer au boulot, le visage défait. La mère de famille a les yeux gonflés, comme quelqu'un qui a pleuré pendant des heures sans pouvoir s'arrêter. Dans la soirée du 15 février, une caméra de surveillance filme Heather sortant de chez elle avec une démarche instable. Elle monte dans la voiture de Kevin côté passager et quitte les lieux avec lui. Ce jour-là, les enquêteurs suivent justement les mouvements de l'homme en temps réel, grâce au traceur posé sur son véhicule. Finalement, dans la nuit, le GPS va capter quelque chose d'inhabituel, qui va mener les autorités à un deuxième corps.
Toute la nuit du 15 au 16 février, les enquêteurs de garde observent le traceur GPS de Kevin se déplacer dans la campagne du comté de Weld. La voiture quitte la propriété de Troy après 21h, descend jusqu'à la rivière South Platte, quelques minutes seulement, le temps de s'arrêter et repartir, puis revient à Kersey. À minuit 32, le GPS enregistre un nouveau départ. Direction les prairies de Pony Grassland, à l'est, dans un no man's land de terres agricoles et de chemins de campagne. Kevin n'en revient que 6 heures plus tard, et on ignore encore ce qu'il a fait dans ce laps de temps. Ce qui est sûr, c'est que pendant qu'il vadrouille, Troy passe un appel téléphonique de 16 minutes depuis chez lui. Un enquêteur a suivi Kevin et Heather jusqu'à son ranch la veille au soir, grâce au GPS, mais il a dû renoncer à cause de l'obscurité. Là-bas, impossible de voir quoi que ce soit une fois la nuit tombée. Alors le policier est rentré chez lui. L'équipe bosse depuis déjà 5 jours d'affilée, et tout le monde avait besoin de récupérer. Mais le matin du 16 février, quand ils consultent les données sauvegardées pendant la nuit, la première chose qui leur traverse l'esprit est nette. Si Kevin a fait tout ce chemin, c'est potentiellement pour détruire des preuves concernant le meurtre de Scott. Sans plus attendre, un officier se rend donc sur la propriété de Troy. À l'abri des regards, il observe et repère Kevin. Il est là, debout devant une fosse creusée dans le sol, en train d'alimenter un grand feu. Un peu plus tard dans la matinée, il monte en voiture et part en direction d'une station-service des environs pour remplir un jerrycan rouge d'essence. C'est là, à la pompe, que le feu vert est donné et qu'il est enfin arrêté. Après lui avoir passé les menottes, les policiers saisissent un énorme couteau, une liasse de billets, des cigarettes, un briquet et 5 douilles de calibre 22, dont 3 intactes et 2 tirées. Par contre, Heather n'est pas avec lui, et elle n'a pas été aperçue au ranch non plus. Or, étant donné qu'elle n'est pas non plus rentrée chez elle, où est-elle? Kevin est conduit au bureau du shérif du comté de Larimer pour interrogatoire. Immédiatement, il nie savoir quoi que ce soit sur la disparition de Scott. Il dit qu'il a lu un article dessus, mais ne se souvient de rien, parce qu'il a des problèmes de mémoire et des troubles dissociatifs. En ce qui concerne Heather, il soutient qu'il ne sait pas où elle se trouve, et qu'elle est probablement au travail. Sauf que c'est faux. Les enquêteurs le savent très bien. Mais ils poursuivent l'interrogatoire. Confronté aux données téléphoniques qui placent son téléphone, celui d'Heather et celui de Scott au même endroit le soir du 8 février 2020, Kevin refuse toujours de répondre. Il dit ne même pas connaître Scott personnellement, sous-entendant qu'il ne l'a jamais vu. Et quand on lui dit que sa voiture a été filmée près du Powder Canyon le 9 février, il répond qu'il est allé prendre son petit déjeuner avec Heather au Glen Echo Resort. Si on met de côté le fait qu'il y avait une tempête de neige et que ce n'était clairement pas le jour idéal pour ça, Kevin est incapable de délivrer le moindre détail. Du genre ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu ou le nom de la serveuse. Il ne se rappelle que d'une chose, elle était nouvelle dans le métier. Puis vient le moment où les enquêteurs le pressent au sujet de ce qui s'est passé chez Heather, le soir du 8 février. Kevin révèle alors qu'en arrivant là-bas, il a eu des nausées. Il y avait du désordre, du sang partout, et il a suggéré à quelqu'un d'appeler la police. Évidemment, les enquêteurs lui demandent à qui il a dit ça, mais là encore, pas de réponse claire. Kevin précise seulement qu'il a fait une promesse et qu'il ne peut rien dire de plus. Après ça, il commence à parler de Scott. Il affirme qu'Heather lui a raconté qu'il l'avait violée. Kevin dit qu'il ne la croit pas vraiment, mais qu'il a quand même du mal à digérer le fait qu'elle ait emmené ses fils le voir jouer après ça. Puis, il se reprend, en disant qu'il a honte de parler en mal des morts. Les enquêteurs tiquent immédiatement, parce qu'ils ne lui ont jamais dit que Scott était mort jusqu'à présent, juste qu'il avait disparu. Oui, mais Kevin rétorque que ça aussi, il l'a lu dans l'article. Puis il commence à parler de sa mère, morte d'un cancer. Il mentionne également d'autres pertes, comme s'il cherchait à noyer le poisson avec ses propres histoires. Mais bon, d'un côté, c'est vrai que plusieurs heures sont déjà passées sans que l'interrogatoire ne permette d'obtenir des éléments de réponse. Alors les enquêteurs sortent de la salle pour faire une pause, laissant la caméra continuer d'enregistrer ce qui se passe. Et ils ont bien fait, parce qu'une fois seul, Kevin se met à parler. Il reconstitue des dates, se lève, fait des pompes, mange son déjeuner tranquillement et chante Amazing Grace a cappella. Mais c'est pas tout, même si ça fait déjà beaucoup. Il se met aussi à genoux sur le sol de la salle d'interrogatoire pour prier à voix haute. Il dit « Aide cet homme à aller au fond des choses. Aide-moi à leur dire, s'il te plaît, Dieu, garde Heather en sécurité. » Évidemment, la caméra qui tourne toujours capte tout ça. Pendant ce temps, les enquêteurs exécutent un mandat de perquisition sur la propriété de Troy. Dans la fosse où brûlait le feu, ils trouvent du plastique similaire à celui qui était sur le corps de Scott. Des clés, du fil de fer à balles et un ressort qui ressemble à celui d'une arme semi-automatique. Il y a aussi des seringues hypodermiques,
un bocal en verre qui contient de l'hormone de croissance et du courrier au nom de Troy. Mais c'est à une dizaine de mètres de cette fosse qu'une découverte beaucoup plus macabre est faite. Il y a un corps, caché sous un tas de bois, avec par-dessus ce qui ressemble à un plateau de table de pique-nique. Ce corps, c'est celui d'Heather. Elle est enveloppée dans le même plastique que l'a été Scott, ligotée du cou jusqu'aux pieds avec du fil de fer. Mais elle n'a pas été brûlée. Elle porte les mêmes vêtements que sur la vidéosurveillance du 15 février qu'il a montré quitter sa maison. L'autopsie permet d'établir qu'elle a reçu 2 balles dans la poitrine, tirées à bout portant, moins de 24 heures auparavant. Sur la propriété, on trouve également une glacière avec des documents au nom de Kevin et une boîte de munitions de calibre 22 à laquelle il manque des cartouches. Troy confie à la police qu'il possède un pistolet de calibre 22, vu pour la dernière fois dans un garage. Mais il ne s'y trouve plus, et il sait pas où il est passé. La nouvelle du meurtre d'Heather est communiquée aux enquêteurs restés au commissariat, alors que Kevin est encore en train d'être cuisiné. Avant qu'ils aient le temps de lui dire quoi que ce soit, le suspect leur demande de ne pas révéler à Heather ce qu'il a dit sur elle pendant l'interrogatoire. Il leur demande de garder ça pour eux. L'air de dire « elle est toujours en vie ». Quand on annonce à Kevin que le corps d'Heather a été retrouvé, il s'effondre en répétant qu'elle ne peut pas être morte. Il crie qu'il ne l'a jamais vraiment eue et que maintenant il ne l'aura définitivement plus. Puis il se met à hyperventiler. Quand il reprend son souffle, il demande si quelqu'un a prévenu ses fils. Les enquêteurs ne manquent pas de remarquer que malgré la scène qu'il vient de faire, aucune larme n'a coulé sur ses joues. Après ça, l'interrogatoire se termine rapidement, parce que Kevin exprime le souhait de consulter un avocat. En sortant, il dit aux 2 enquêteurs qui l'ont interrogé qu'ils sont formidables, précisant au passage à l'un d'eux qu'il a été poli. Dans l'après-midi, l'homme est inculpé d'un chef de meurtre au 1er degré pour la mort de Scott, par le bureau du shérif du comté de Larimer. Dans les heures qui suivent, le bureau du shérif du comté de Weld ouvre une procédure distincte pour la mort d'Heather. Il se trouve que Kevin s'est également rendu coupable d'une violation de liberté conditionnelle pour possession d'armes à feu. 2 mandats d'arrêt non exécutés, mais toujours en cours, ont aussi été émis contre lui par la police de Denver. L'un d'eux date d'avril 2019. C'est celui qui est lié à l'agression d'Heather dans l'hôtel de Denver. Les dossiers des 2 meurtres sont finalement joints pour n'en former qu'un. Reste à savoir si l'une de ces victimes supposées avait dit vrai. Kevin va-t-il réussir à s'en tirer encore une fois ? Le procès de Kevin Eastman s'ouvre en juillet 2022, quasiment 2 ans et demi après les faits. Plusieurs facteurs sont venus ralentir le parcours judiciaire de son dossier. La pandémie, sa complexité, les 2 évaluations psychiatriques demandées par la défense pour établir si l'accusé est apte à être jugé, et les grossesses des 2 avocates commises d'office qu'il représentait. Kevin étant bel et bien apte à être jugé, il plaide non coupable. La première semaine de son procès est consacrée à sa relation avec Heather. Alexander McLaughlin, l'un des fils de la victime, ouvre le bal. Il dit que sa mère lui montrait ses bleus quand elle en avait, qu'elle lui parlait des coups qu'elle recevait, du fait que Kevin l'avait étranglée et qu'il la surveillait en permanence. Après lui viennent les amis, la coiffeuse, la prothésiste ongulaire et la patronne du restaurant dans lequel Heather travaillait. Elles racontent toutes la même chose, sous des angles différents, et décrivent une femme qui voulait partir, mais n'osait pas parce qu'elle était terrifiée. Un expert en violence conjugale est appelé à la barre par l'accusation pour contextualiser ce que le jury vient d'entendre. Il explique que la violence dans un couple ne fonctionne pas comme on l'imagine. C'est pas un incident isolé suivi d'une rupture nette, mais un cycle. Une phase de tension, une explosion, puis une accalmie. Des excuses, des promesses, parfois de la tendresse, avant que la tension remonte à nouveau. À chaque cycle, la victime est un peu plus isolée, un peu plus dépendante, un peu plus convaincue que c'est de sa faute ou qu'elle ne peut pas partir. Et quand elle essaie, le danger est à son maximum. C'est précisément ce genre de stade, celui où Heather commençait à voir Scott, qui est le plus meurtrier dans ce type de relation. La 2e semaine du procès appartient à la défense. Dans un premier temps, elle tente de charger quelqu'un qui ne peut plus se défendre. Heather, c'est elle qui aurait tué Scott. Et elle l'aurait fait parce qu'il l'avait violée. Kevin l'aurait seulement aidé à dissimuler le corps après coup. Bon, une fois Heather rhabillée pour l'hiver, la défense s'attaque à la seconde question épineuse. Parce que si c'est elle qui a commis le meurtre de Scott, et que l'accusé est blanc comme neige, alors qui l'a tué, elle ? La réponse est toute trouvée. Troy, pris de panique, il aurait tué la mère de famille avant de cacher son corps sur sa propriété. Le tout à l'insu de Kevin. Pour étayer cette théorie, la défense pointe du doigt plusieurs éléments retrouvés chez lui. Lors de la fouille de son domicile, Troy avait reçu un pantalon de la part d'un officier,
dans lequel il avait mis des douilles de calibre 22 dans les poches. Son pistolet reste introuvable et il manque 6 cartouches à l'une de ses boîtes de munitions. Il est également souligné que la maison désert présentait des signes de fuite précipités. Le lit était entièrement défait et une valise avec des vêtements de femmes éparpillés autour était ouverte. Pour finir, la défense convoque Troy à la barre. Dès le début de l'enquête, l'homme a été informé qu'il n'était pas considéré comme suspect. Les policiers lui ont même répété plusieurs fois qu'il ne s'intéressait qu'à Kevin. Et ça, c'est important, parce qu'il a eu accès au dossier avant de témoigner et a rencontré les enquêteurs afin de préparer sa déposition. 2 points, dont la défense fait un argument d'attaque, en disant qu'on lui a soufflé ses réponses. Troy passe une journée entière à témoigner, mais il déclare à de nombreuses reprises qu'il ne se souvient pas. Manque de peau, à chaque contradiction, on lui passe la vidéo de son interrogatoire de 2020. Il regarde alors l'écran d'un air hébété, avant de répondre que s'il ne se rappelle que de la moitié de ça, visiblement il l'a dit. Troy explique la présence des douilles dans ses poches par des tirs sur des coyotes, puis par du tir à l'entraînement, et enfin par des tirs sur des chiens de prairie. La version change au fil des questions posées. Il reconnaît aussi avoir plusieurs téléphones, dont un avec une application de messagerie chiffrée avec des données qui sont inaccessibles. La femme dont il était séparé témoigne qu'un soir de la semaine des meurtres, en plein dîner au restaurant, Troy a reçu un message qu'il a mis dans un état de rage inhabituel. Juste après, il a insisté pour partir immédiatement. La défense y voit une tentative de dissimulation. La preuve manifeste qu'il sait des choses et ne dit pas tout. Je vous avoue que moi aussi je commence à y croire. Sauf que le jury, lui, pas du tout. Finalement, ce qui fait pencher la balance, c'est l'accumulation de preuves pointant vers Kevin. Les données téléphoniques qui le placent sur les lieux du premier crime le soir du 8 février et son ADN présent dans la maison désert. Ils sont sortis ensemble, c'est vrai, donc on peut se dire que ça prouve rien. En revanche, ce qui est plus difficilement justifiable, c'est la présence de traces de sang de Scott sur son jean. En plus, Kevin avait 2 douilles de munitions tirées dans ses poches au moment de l'arrestation. Et que dire de la longue balade nocturne de l'homme dans la nuit du 15 au 16 février 2020, ou du feu allumé par l'accusé dans une fosse la matinée suivante. Sans parler des 6 heures d'interrogatoire pendant lesquelles il affirme ne se souvenir de rien, jusqu'au moment où il se contredit, en disant qu'il y avait tellement de sang dans le logement désert qu'il en a eu la nausée. Le 20 juillet 2022, le jury revient avec un verdict de culpabilité sur l'ensemble des 6 charges qui pesaient contre lui. 2 chefs de meurtre avec préméditation, 2 chefs de profanation de cadavres et 2 chefs de destruction de preuves. Un facteur aggravant de violence domestique est également retenu pour le meurtre des heures. Le lendemain matin, c'est la détermination de la peine. Comme tous les jours qui précèdent, la salle est à nouveau pleine. Mais personne n'est venu pour Kevin. Stanley, le père de Scott, monte à la barre pour la 2e fois depuis le début du procès. Il dit que le meurtrier a déclenché une réaction en chaîne dont il ne mesure probablement pas l'étendue. En effet, 2 mois après la mort de son fils, sa femme s'est éteinte elle aussi. Et puis la sentence est prononcée. 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive, plus 27 ans, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Kevin purge actuellement sa peine au Fremont Correctional Facility dans le Colorado. Il maintient son innocence et a fait appel, parce que, pourquoi pas. En 2023, une enquête d'ABC News a cherché à comprendre pourquoi il n'a jamais été arrêté après l'agression de 2019 à Denver. Le département de police a répondu que c'était une question de priorité. En gros, ce qu'avait subi Heather n'a pas été jugé assez grave pour que le mandat délivré soit assigné à un agent. Or, 10 mois plus tard, Kevin l'a rendu complice du meurtre de Scott, avant de la tuer à son tour. Faites confiance au système, comme dirait l'autre, hein. Alors là, ça doit forcément te rappeler une affaire que je t'ai racontée ici, celle d'Ursula Baillot, où la justice en avait carrément rien à faire. Et on sait comment ça a fini. On est donc arrivé au bout de cette enquête. Un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite. Bye.